Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente la norme ISO 9001 version 2015. Donc le plan adopté, donc premièrement les évolutions de la norme ISO 9001 version 2015, ensuite les nouveautés de la nouvelle version, quels sont les avantages que présente la nouvelle version 2015, les enjeux de la certification ISO 9001 et les exigences normatives de la norme selon le cycle PDCA et les 7 principes de management de la qualité et les exigences de la norme. Donc, premièrement, quand vous voyez les évolutions de la norme, ISO 9001 version 2015 selon l'approche processus et selon les 7 principes du management de la qualité. Premièrement, les risques et opportunités de donc l'engagement de la direction. On a aussi les prestataires externes, les informations documentées. On parle plus de procédures, on parle de l'allègement des procédures, l'allègement de la documentation, la gestion de la connaissance et la gestion des compétences, les besoins en matière de communication, en matière de RH, et le contexte de l'entreprise et les besoins des parties prenantes, les stakeholders. Maintenant, les nouveautés de la norme ISO 9001, version 2015. On a les principes de management sont modifiés. L'approche processus se trouve renforcée. L'approche et la maîtrise du risque, une vraie source d'amélioration. La cohérence entre la stratégie de la politique ou les politiques et les objectifs et l'activité de l'entreprise. Les ressources humaines sont les moyens qui rendent l'entreprise plus efficace en créant de la valeur ajoutée. La gestion des risques devient un pilier, un volet fondamental de la norme. Maintenant, les avantages de la norme ISO 9001. Donc, les principaux avantages recensés sont généralement 7. Premièrement, une implication forte de la direction, un traitement des risques et opportunités à tous les niveaux, la définition du contexte au service des orientations stratégiques, ensuite l'implication de toutes les parties intéressées, on va voir ça en détail, la gestion des connaissances comme capital immatériel de l'entreprise, une gestion documentaire allégée, et enfin l'usage d'un langage simplifié, d'une structure et de termes communs aux autres normes du système de management utiles pour les organismes mettant en œuvre plusieurs systèmes tels que l'environnement, la santé et la sécurité au travail. Les enjeux de la certification ISO 9001. Donc, l'entreprise se situe aujourd'hui dans un environnement en pleine mutation, en changement, totalement bouleversé, de moins en moins sûr. Donc, il y a des crises et prises de risques accrues, une dépendance aux fluctuations internationales, une forte concurrence, une concurrence rude et acharnée, une clientèle peu fidèle. Aussi, de moins en moins stable, donc il y a des évolutions des technologies, les évolutions des attentes des clients, que ce soit les attentes implicites et explicites des clients, et de plus en plus complexe, on a la technologie, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'évolution du contexte législatif et la rigidité des administrations, etc. Donc ce qu'on appelle l'analyse PESTEL. Donc l'entreprise doit se renouveler et rechercher la plus grande stabilité qui ne peut exister sans la confiance des parties prenantes. Donc dans la norme ISO 9001, on parle de la satisfaction des parties intéressées. Si l'entreprise veut assurer la pérennité, la durabilité et la continuité, elle doit satisfaire les besoins des parties prenantes. Donc les parties prenantes sont les clients, les actionnaires, les fournisseurs, le personnel, et on a aussi les collectivités locales, les collectivités territoriales, les banques, les assurances, etc. Donc tout ce qui entoure l'entreprise, que ce soit les parties prenantes internes ou externes. Donc l'enjeu de toute entreprise est donc de savoir comment donner la confiance nécessaire à ces parties prenantes. Donc il y a des techniques, il y a des moyens. Toujours dans le cadre des enjeux, donc la mise en œuvre d'une démarche de certification ISO 9001, il permet à l'entreprise donc la satisfaction durable du client, une assurance du clientèle régulière avec l'utilisation des arguments de vente et des techniques de vente,
et la reconnaissance internationale. Deuxièmement, l'amélioration continue de l'entreprise, donc le recentrement de l'entreprise sur ses objectifs, sous-entendu ses parties prenantes, l'identification des nouvelles opportunités à faire, la notion opportunité, et la réduction des coûts de non-qualité, la réduction des non-conformités, moins de réclamations clients. Ensuite, l'homogénéisation du fonctionnement de l'entreprise avec des différents départements et la réponse aux exigences légales et réglementaires, la garantie du professionnalisme donné aux clients, aux fournisseurs et aux autres partenaires. Maintenant, comme vous voyez, un schéma des exigences de la norme selon le cycle PDCA. Donc, Plan, Do, Check, Act. Donc, P, c'est pour planifier, D, c'est pour dérouler, et C, c'est pour comparer, et A, pour agir. Donc, ce qui concerne la planification, c'est-à-dire planifier les objectifs, les politiques qualité, selon un contexte, selon la matrice SWOT, selon l'analyse PESTEL, et mettre en place les objectifs qualité. C'est-à-dire par exemple, réduire les coûts de non-qualité, réduire les réclamations clients, par exemple. Ensuite, do, c'est-à-dire dérouler, c'est-à-dire l'opérationnalisation, la mise en œuvre, donc la pratique, c'est-à-dire agir à travers donc la conception et la production. Ensuite, check, c'est-à-dire vérifier, comparer, ce qu'on appelle la revue de direction, l'audit interne et l'évaluation de la performance. Alors, qui dit performance dit efficacité et dit efficience. Lorsqu'on parle de l'efficacité, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs, et l'efficience, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire l'efficience en matière de coût. Donc, la performance, c'est l'efficacité plus l'efficience. La dernière étape, c'est agir, donc c'est-à-dire l'amélioration continue, les éléments d'entrée avec les éléments de sortie, mettre en place les actions correctives nécessaires et réduire les non-conformités. Maintenant, on va voir les 7 principes du système, du SMQ, donc système de management de la qualité. Premièrement, l'orientation client. 2. La responsabilité de la direction, en d'autres termes, leadership. 3. L'implication du personnel. 4. L'approche processus. 5. L'amélioration. Et 6. La prise de décision fondée sur des preuves. Et finalement, le management des relations avec les parties intéressées. Donc, instaurer une relation win-win avec les clients, avec les parties intéressées. Maintenant, on va voir en détail chaque principe. Donc, le premier principe, l'orientation client. Donc, comme vous savez, donc le client est roi. Donc, le client, c'est la priorité numéro 1 de chaque collaborateur. Donc, l'enjeu de ce principe est de satisfaire donc la satisfaction client. Donc, pour renforcer son orientation, donc l'organisme doit travailler sur les attentes, donc que ce soit les attentes implicites ou explicites des clients. Le deuxième principe, la responsabilité de la direction. C'est un rôle moteur de l'encadrement. Donc, le leadership, c'est l'art de faire à quelqu'un quelque chose que vous voulez voir fait parce qu'il a envie de le faire. Donc, les travaux de rénovation, donc, par exemple, de sa garçonnière, on attend de la direction qu'elle définisse les orientations de l'organisme. Elle assure la disponibilité des ressources pour atteindre les objectifs. Elle implique le personnel. Donc, ainsi, l'organisme sait où il doit aller. On a les moyens et l'envie. Troisièmement, l'implication du personnel, c'est-à-dire l'autonomie et la responsabilité des collaborateurs. Donc, le principe, c'est l'implication du personnel, la compétence, valoriser mieux le personnel. Les ressources humaines, on ne parle plus des ressources humaines, mais c'est de l'intelligence humaine.
donc valorisées. Ce sont des compétences personnelles qui doivent être développées, améliorées. Ensuite, l'approche processus. Donc, toujours dans le cadre de l'approche processus, c'est-à-dire des éléments d'entrée qui se transforment en éléments de sortie. Et une gestion de processus fondée sur le orienté client. Donc, avoir une approche processus revient à considérer l'activité de l'organisme comme un ensemble des activités ou bien des sous-activités corrélées. C'est des flux en interaction. Donc, l'approche processus, c'est des flux en interaction. Donc, dans ce modèle, chaque processus prend en compte des données. Donc, des données d'entrée et produit des données sorties. Donc, des éléments d'entrée qui se transforment en éléments de sortie. Ces données pouvant aller d'un processus vers un autre. Donc, l'approche processus, donc, il permet de plus facilement aborder les différentes activités, leur management, leurs besoins, leurs objectifs. Donc, on cite 3 types de processus. Donc, généralement, on considère 3 types de processus. Donc, les processus de gouvernance, ce qu'on appelle les processus de pilotage. Il y a de management, le pilotage, la stratégie de l'entreprise. Les processus opérationnels, ce sont des processus de réalisation, de mise en œuvre. C'est de la production. Et les processus support, c'est-à-dire des processus de soutien, des processus qui permettent de soutenir la production. Ensuite, le principe de l'amélioration, donc le souci de l'amélioration constante. Donc l'organisme doit constamment chercher à s'améliorer, à minima, pour conserver ses niveaux de performance, dans l'idéal pour progresser. Donc l'amélioration s'applique à des principes déjà énoncés. L'amélioration de la satisfaction client, l'amélioration des performances des processus. Donc dans l'ISO 9001, version 2015, réduire les risques, on parle de la notion des risques, de l'approche par les risques. Il faut saisir les opportunités ou encore corriger les non-conformités sont autant des sources d'amélioration. Un autre principe de management basé sur des données objectives fondées sur des preuves, c'est une approche très cartésienne qui ne peut que séduire si ce n'est qu'elle demande du travail. L'idée est de réduire l'incertitude inévitable lors des prises de décision en s'appuyant sur des données objectives où l'on regarde les causes pour comprendre les effets. Dernier principe, le principe de management fondé sur la relation win-win, relation de confiance avec les parties intéressées. Qui dit parties intéressées, ce sont les fournisseurs, les partenaires, etc. Donc ces parties intéressées englobent tous les acteurs qui influencent ou sous-influencés par les activités de l'organisme. Elles comprennent notamment les fournisseurs, les banquiers, la réglementation et même la norme. C'est en communiquant avec les parties intéressées et en tenant compte de leurs exigences que l'organisme saura améliorer ses performances. Voici un schéma qui illustre le système de management de la qualité, ses exigences avec ses différents chapitres. Chapitres 4, 5, 6, 7 jusqu'à 10. Donc on a l'évolution au niveau des exigences, l'entreprise intégrée. Donc il y a le contexte, il y a les enjeux, la gestion des risques et les parties intéressées. Le renforcement donc des exigences. Donc la démonstration d'un engagement affirmé de la direction, le développement d'une approche processus, l'instauration d'une logistique, de la préférence pour améliorer les résultats, la maîtrise des informations documentées, plus souple de la gestion documentaire, donc l'allègement des procédures, l'allègement des moins de paperasse dans la norme ISO ISO 9001 version 2015. Et donc, vers les fondements du management de la qualité totale, vers la notion zéro papier. Auto-d'évolution pour simplifier le pilotage du SMQ, l'agilité, la simplicité et la création de la valeur ajoutée. Donc, on commence par le chapitre 1, c'est le chapitre 4, le premier chapitre. On a 10 chapitres. Donc, le premier chapitre, le contexte de l'organisme. Donc, la compréhension, donc le premier chapitre 4, intitulé Compréhension de l'organisme et de son contexte. Donc, on a des finalités, l'orientation stratégique de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit avoir une stratégie, doit avoir des objectifs. Donc, la détermination des enjeux externes et internes pertinents.
Donc l'enjeu, somme misée par le joueur et qui est transformé du perdant en gagnant, c'est-à-dire déterminer ce qu'on a gagné, ce qu'on a à gagner et ce qu'on a à perdre. Donc lorsqu'on parle des enjeux, soit on va gagner, soit on va perdre. Donc la surveillance et la revue des informations relatives à des enjeux externes et internes. Donc on a une analyse SWOT scindée entre deux diagnostics. Diagnostic interne qui se caractérise par les forces et les faiblesses et les opportunités et les menaces qui englobent ou bien qui traitent le diagnostic externe. Donc voilà la matrice SWOT, donc le diagnostic interne qui contient les forces et les faiblesses, c'est-à-dire les savoirs, les valeurs, la culture, la technologie, le management, la compétence, les ressources humaines, physiques et financières immatérielles. Et on a le diagnostic externe, c'est-à-dire les opportunités et les menaces. On parle bien évidemment de l'analyse PESTEL, c'est-à-dire l'environnement politique, l'environnement démographique, réglementaire, technologique, économique, écologique, culturel et social. Donc toujours dans le cadre du contexte de l'organisme, donc la détermination du domaine d'application du système de management de la qualité. Donc on a des exigences des parties intéressées, le domaine d'application du SMQ, les enjeux externes et internes, c'est-à-dire les produits et les services ouverts, les produits et services de l'organisme, c'est-à-dire la justification des exigences non applicables. Donc pour développer son SMQ, il faut donc faire le strict minimum et repenser son système. Donc le système de management de la qualité, c'est processus, la détermination des processus, donc les éléments d'entrée et sortie, les séquences et l'interaction, les critères et les méthodes, les ressources nécessaires, la responsabilité et autorité, les risques et les opportunités. Donc il faut tenir à jour les informations documentées nécessaires au fonctionnement de ces processus, conserver les informations documentées pour avoir l'assurance que les processus sont mis en œuvre comme prévu. Le système donc du management de la qualité et ses processus, comment déterminer les processus de l'entreprise. Donc on a un regroupement cohérent des activités qui sont en interaction, puis nommage de ces activités qui sont les processus. Donc comme on a dit, l'approche processus, ce qu'on appelle la cartographie des processus, c'est des processus en interaction, c'est des flux en interaction. Donc voilà, le processus, c'est un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie, c'est-à-dire des inputs en outputs. Les éléments d'entrée d'un processus sont généralement les éléments de sortie d'autres processus dans le cadre de la revue de direction. Donc, une organisation structurée en processus qui prend en compte les risques encourus, qu'on manage le système en appliquant les bases de l'amélioration. Donc, le système sera plus performant, parce que l'efficacité et l'efficience, c'est-à-dire la performance, les résultats sont plus cohérents et prévisibles, les objectifs sont atteints plus efficaces. Maintenant, une illustration de la cartographie des processus selon les trois types de processus de gouvernance opérationnelle et les processus de support. Donc, concernant les processus de gouvernance, c'est-à-dire gouverner et piloter l'entreprise, développer les compétences et les connaissances, optimiser l'organisation et générer des améliorations. Ce qui concerne les processus opérationnels, il faut concevoir et développer les produits et services, manager la relation client, produire et ou réaliser la prestation, maîtriser les achats et la sous-traitance. Et enfin, les processus de support qui permettent de soutenir et de supporter les processus opérationnels, manager les ressources fonctionnelles et structurer l'information et les données. En synthèse donc du chapitre 4, l'idée donc est de prendre de la hauteur, de regarder le contexte pour définir le périmètre du système de management. Pour ce faire, l'organisme prend en compte ses propres enjeux ainsi que les exigences des parties intéressées.
Maintenant, on va voir la responsabilité de la direction, le chapitre 5. Donc, c'est la responsabilité de la direction, c'est le premier principe du SMQ, c'est le premier principe du système de management de la qualité. Donc, on va voir la politique qualité. Donc, la direction doit définir la politique qualité qui soutient sa stratégie, qui les intentions et les orientations. Donc, la politique qualité provient d'un cadre qui permet de fixer les objectifs, de déterminer les cibles mesurables. Donc, l'objectif est à certaines mesures, certaines qualités, il doit être SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporaire. Et doit être communiquée, comprise et appliquée et doit être disponible aux parties intéressées. Donc voilà, la politique qualité doit être appropriée à la finalité et au contexte de l'organisme et soutient son orientation stratégique et communiquée, comprise et appliquée au sein de l'organisme, disponible et tenue à jour selon la forme d'une information documentée. Elle doit fournir un cadre pour l'établissement des objectifs qualité stratégiques, inclut l'engagement de satisfaire aux exigences applicables, inclut l'engagement pour l'amélioration continue du management de la qualité, mise à la disposition des parties intéressées, le cas échéant, et les personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme sont sensibilisées à la politique qualité. 3. Le rôle, responsabilité et autorité. Donc le rôle, responsabilité et autorité sont définis dans l'organisation. Donc l'organigramme, définition de fonction, fiche de poste qui permet de définir qui fait quoi dans l'organisation. Donc il faut s'assurer que le SMQ est conforme aux exigences de la présente norme internationale, s'assurer que les processus délivrent les résultats attendus, rendre compte en particulier à la direction de la performance du SMQ et des opportunités d'amélioration, s'assurer de la promotion de l'orientation client à tous les niveaux de l'organisme, s'assurer que lorsque des modifications du SMQ sont planifiées et mises en œuvre, l'intégrité du système management de la qualité est maintenue. Maintenant, on passe à la revue de direction. Donc, d'une manière périodique, la revue de direction du système du management de la qualité pour s'assurer qu'il soit toujours approprié, adapté, efficace et aligné à la stratégie. Donc, la direction intervient dans les différentes phases de la roue de naming, de la roue donc du cycle PDCA. Donc, plan, do, check, act. Donc, planifier la politique qualité. Donc, agir, donc l'engagement par les différents moyens. Donc, planifier la politique qualité, agir donc par les différents moyens, donc vérifier les responsabilités autorités définies, vérifier le système de management de la qualité, ce qui fonctionne de manière efficace, vérifier les objectifs qualité de l'amélioration de la satisfaction client est maintenue, et l'amélioration suite de la revue de direction. Donc mettre en place les actions correctives, mettre en place les actions préventives. Donc, toujours dans le cadre de la responsabilité de la direction, donc le dirigeant, sa politique, ses objectifs, ses résultats et l'organisation qui a mis en place. Donc, le dirigeant cherche et trouve des solutions. Donc, le personnel, c'est une ressource pour l'entreprise. 2. Les performances de l'entreprise dépendent de facteurs humains, c'est-à-dire de l'impact de chacun dans son environnement. 3. L'implication et adhésion des collaborateurs sont liées à la compréhension de la politique qualité, aussi aux résultats qu'on veut obtenir. 4. Sensibilisation du personnel pour qu'ils comprennent les responsabilités et ses actions qui contribuent à la réalisation des objectifs. On peut le faire par un collaborateur, équipe et service. Donc on trouve une chaîne de la valeur ajoutée. 5. Manager les compétences, l'expérience des collaborateurs passés et ce qu'ils ont appris. 6. Le rôle de manager, c'est d'offrir des opportunités de développer de nouvelles compétences. 6e chapitre, l'approche des risques. Donc c'est un outil de prévention, c'est une nouvelle approche et basée sur la performance, logique de moyens, logique de résultats, basée sur la maîtrise des risques. Donc lorsqu'on parle de l'approche par les risques, on parle de logique moyen et logique de résultats. C'est-à-dire
on doit maîtriser le risque. Il n'existe pas un risque zéro, mais dans l'approche par les risques, on doit le maîtriser. Donc cette évolution peut être une source d'amélioration et d'optimisation d'un système de management de la qualité. Donc les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Donc premièrement, il faut identifier les risques et les opportunités. Deuxièmement, évaluer le risque. Et troisièmement, décider et planifier les actions face aux risques et opportunités. Donc les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Donc d'abord, il faut identifier les risques et les opportunités. Donc qu'est-ce qu'un risque d'abord? La définition d'un risque, donc c'est la crainte qu'un scénario défavorable se réalise, ou bien c'est un effet de l'incertitude sur un résultat escompté. L'effet est un écart qui peut être positif ou négatif. Donc l'approche par les risques permet à un organisme de déterminer les facteurs susceptibles de provoquer un écart de ces processus et de son système de management par rapport aux résultats attendus, de mettre en place une maîtrise préventive afin de limiter les effets négatifs et d'exploiter au mieux les opportunités lorsqu'elles se présentent. Donc, bref, une meilleure identification des risques et opportunités permet de s'améliorer, permet de prévenir ou réduire les effets indésirables, permet d'accroître les effets souhaitables et d'atteindre les objectifs ou les résultats escomptés. Donc, toujours identifier les risques et opportunités. Donc, il n'y a pas d'exigence concernant les méthodes formelles de management du risque ou un processus de management du risque documenté. Il n'y a pas une formule magique. Donc, les organismes peuvent décider d'opter ou non pour une méthodologie de management du risque plus étendue que ne l'exige la présente norme internationale. Donc, pour identifier un risque, il faut identifier ses causes, la source du risque. Donc, les activités et les éléments du contexte, les objectifs concernés, la prévention en place et la protection en place. Donc, des opportunités peuvent naître d'une situation favorable à l'obtention d'un résultat attendu. Par exemple, un ensemble de circonstances permettant à l'organisme d'attirer des clients, de développer de nouveaux produits et services, de réduire les rebuts ou d'améliorer la productivité. Donc l'organisme doit déterminer et sélectionner les opportunités d'amélioration et entreprendre toutes les actions nécessaires pour satisfaire du client et accroître la satisfaction du client.